Hop, j'espère qu'on m'entend bien. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Avec cette horaire décalé. Ce sera peut-être un peu plus calme que d'habitude du coup. Bon, alors je vois qu'il y a des spectateurs mais qui ne me parlent pas. Tant pis pour eux. Ah, salut Écribouille. Hey Gario. Well, it's usually in French, but if everybody is okay with it, I can do it in English too. Ok. Let's go. Salut Yannick. Alors, on va commencer doucement. Déjà, pour vous dire, merci d'être là. Donc, comme on se l'était dit la dernière fois, trop bien la musique de bande d'arcade. C'est de la musique libre de droit, en tout cas j'espère, parce que sinon je vais me faire striker. Mais je pourrais vous envoyer les références si vous voulez. En tout cas, donc merci d'être là ce lundi et pas mercredi comme d'habitude. On essaiera de reprendre un rythme normal la semaine prochaine, même si la semaine suivante, malheureusement, il n'y aura pas de live. Et oui, pourquoi lundi cette semaine? Parce que cette semaine, on a un gros événement qui est le SEO Campus à Versailles, qui va nous occuper du coup jeudi et vendredi avec plein de conférences sûrement très intéressantes. J'avoue que j'ai pas encore tout à fait le programme bien en tête, mais je sais qu'on a déjà au moins 2 intervenants parmi les gens présents dans le chat, puisque Yeka et Écribouille vont chacun intervenir sur des sujets très variés. Et moi-même, je serai également conférencier le vendredi matin. Je crois que c'est à 9h15, la première conférence du vendredi matin. C'est toujours un moment de bravoure pour les intervenants comme pour les spectateurs. Mais ça s'annonce quand même plutôt cool, sachant que mon sujet à moi, ce sera les audits SEO et puis la manière dont on peut essayer de rendre nos documents en tant que consultant plus actionnables et mieux pris en compte par nos clients. Et je vois qu'il y a des retardataires qui arrivent, tant mieux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous du coup jeudi et vendredi à Versailles. N'hésitez pas à venir me dire bonjour et discuter, ce sera avec plaisir. Ah, Sipa il nous dit que on peut venir voir sa conf. Je crois que c'est elle aussi à 9h15, mais jeudi matin et puis repartir ensuite. Il restera quand même 2 jours d'intervention dans le reste du programme, donc je vous encourage quand même à venir étant donné le prix du billet. Et non, je n'ai pas prévu de faire de retransmission en live. Je crois qu'il y a une captation vidéo qui est prévue par l'association qui organise le SEO Camp, qu'on remercie pour l'organisation évidemment. Et du coup, les vidéos seront disponibles, j'imagine, par la suite sur la chaîne YouTube de SEO Camp. Ah, il y a des billets online, nous dit Didier. Bonjour Didier. Parfait, coucou les jeunes, c'est vrai que tu es d'un âge canonique Didier.
Et ironique, évidemment, ne le prend pas mal et après il va encore vouloir me frapper. Bref. Voilà, donc rendez-vous jeudi et vendredi. Et puis ensuite, pour ceux qui auront la chance d'y participer, rendez-vous également début octobre pour le Extra Mile for SEO, puisque vous êtes peut-être pas sans savoir que nous sommes un petit groupe de SEO à nous rendre à Brighton en vélo pour le Brighton SEO qui a lieu la première semaine d'octobre. Donc là encore, si vous êtes présent à Brighton, et ben j'y serai aussi, donc n'hésitez pas à venir me dire bonjour et puis on pourra discuter en français ou en anglais et boire quelques bières. Il y en a de très bonnes là-bas. Et puis pour le reste des événements qui auront lieu dans les semaines à venir, on en parlera en temps et en heure. Je crois que j'ai un programme bien assez chargé comme ça, j'ai du mal à me rappeler de tout. Mais du coup, je vous en parlerai en temps voulu. Voilà pour ça. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des annonces à faire, vous pouvez les faire aussi, je passerai les messages, n'hésitez pas. On passera le bonjour à la reine, oui, je crois qu'on arrive un peu tard, Yannick, pour lui dire bonjour. Mais c'eût été un plaisir de la rencontrer, elle avait l'air sympa avec ses corgis. Ah, Sipa, il nous fait une annonce. Et oui, il y a un meet-up chez Google à Paris, Meetup Search Central, qui aura lieu le 13 octobre à 17h30, rue de Londres à Paris. Et Yannick a une 103 SP à vendre, 250 €, ce qui ne me semble pas très cher, donc à mon avis c'est une bonne affaire, ou alors c'est une 103 SP dans un état lamentable. Voilà, j'espère que vous avez bien pris note de toutes ces annonces. Et puis pour passer un petit peu aux choses sérieuses, on va revenir un peu à nos moutons. Donc on est là pour parler de Python pour le SEO. Pour rappel, je suis pas là pour vous apprendre le Python à proprement parler, mais surtout pour vous montrer par la pratique ce qu'on peut faire, essayer de prendre en main les outils, les librairies, etc. Et puis du coup, on part de zéro et de semaine en semaine, on essaie d'aller de plus en plus loin. Alors Yannick a vraiment une 103 SP à vendre. C'est très bien Yannick, chacun ses parts, mais bon courage à toi. Du coup, la semaine dernière, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé d'un outil qui nous sera utile probablement pas mal par la suite, qui s'appelle ArcParse, qui permet de récupérer des arguments en ligne de commande. On a parlé de fichiers CSV et d'une librairie pour les manipuler et manipuler de la donnée en général, la librairie qui s'appelle Pandas, dont on va beaucoup se servir également. Et puis on a parlé pour finir d'un outil très très utile, et j'imagine que Didier sera d'accord avec moi, c'est Git pour sauvegarder son code notamment, et puis peut-être par la suite travailler à plusieurs, etc. Alors j'en profite pour un petit point par rapport à Git. Je sais pas pourquoi il m'a fermé mes onglets. Hop. Voilà, restaurer la fenêtre. Donc sur Git, pour ceux qui l'auraient loupé, on s'est créé un groupe sur GitLab sur lequel peut-être que certains d'entre vous voudront proposer des améliorations au code qu'on a fait. Et puis sur la très bonne suggestion de Yeka, on a créé un projet Steron dans lequel on a déposé, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, le code qui correspond aux 2 premiers épisodes qu'on a réalisés ensemble. Alors, jusqu'ici, rien de bien extraordinaire. On va essayer de monter un peu en puissance cette semaine. Alors, je n'avais pas la blague non plus, Didier, mais je te recommande d'aller regarder sur Google ce que c'est que la progestérone. Et je suis sûr que tu comprendras l'erreur que j'ai fait d'accepter ce nom de projet. Un petit point sur Git que j'ai pas souligné la semaine dernière, mais qui est bien pratique, et je vous mettrai le lien vers cette page de doc dans la description du replay sur YouTube. En fait, vous pouvez, c'est peut-être un peu compliqué, mais j'en parle quand même, vous pouvez créer des clés SSH pour vous éviter d'avoir à vous réauthentifier à chaque fois que vous faites un commit.
Donc vous irez voir la documentation, c'est bien foutu. Et, et c'est bien pratique à utiliser, d'autant plus quand on est sur Mac et qu'on n'a pas besoin de taper le mot de passe de sa clé SSH. Voilà pour Git, on y reviendra évidemment tout à l'heure. Aujourd'hui, comme ce qu'on avait abordé la semaine dernière, on va parler de notebooks. Les notebooks qui sont un des grands classiques du Python, même si aujourd'hui ça fonctionne également dans d'autres langages. Pour vous montrer ce que c'est qu'un notebook, on va aller tout simplement chercher le site officiel des Jupyter Notebooks. Voilà. C'est tout simplement un moyen d'exécuter du code pas à pas dans un navigateur et d'enrichir finalement le code. Ce qui est un très bon moyen d'explorer des choses, de tester des trucs, de partager également des concepts et de travailler pourquoi pas à plusieurs. Alors le grand classique, c'est les Jupyter Notebooks, c'est la solution historique, j'ai envie de dire, qui existe vraiment depuis très très longtemps parce que je sais pas quand exactement, mais de mémoire on utilisait déjà ça quand j'étais à la fac il y a une petite quinzaine d'années, mine de rien maintenant. Et puis aujourd'hui, il y a des versions un peu plus modernes de ça qui existent également. Notamment, vous aurez peut-être entendu parler déjà des Google Colab, qui sont ni plus ni moins que des notebooks brandés Google, mais derrière, c'est à peu près le même fonctionnement à quelques petits détails. Ce qui est intéressant avec ces notebooks, c'est que déjà, c'est évidemment open source et facile à installer. Et puis également, ça va nous permettre de conceptualiser des choses et d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif que les scripts en ligne de commande qu'on a vus jusqu'à maintenant. Tu trouves la musique un poil forte. Alors je sais pas si c'est le cas de tout le monde, je peux tenter de baisser la musique même si je ne garantis pas le résultat. Voilà, est-ce que c'est mieux maintenant ? On va attendre que nos vieux auditeurs me répondent. Voilà, c'est parfait. Eh bien, je laisse comme ça, je n'y toucherai plus. Voilà. Donc, Jupyter Notebook. Si j'utilise la bonne souris, c'est mieux. Comment on installe un Jupyter Notebook? Alors, je vais regarder par principe la documentation parce que c'est une bonne pratique de regarder les documentations. Mais comme vous pourrez le constater dans beaucoup de cas, on va faire un pip install, le nom de la librairie. Méfiez-vous, il y a quand même des faux amis, donc ça vaut toujours le coup d'aller regarder un petit peu la documentation. Et justement, je vois la documentation et ça me permet de détailler deux choses. En fait, il y a plusieurs manières d'utiliser les Jupyter Notebook. Je vois qu'on se fait plaisir sur le chat et que j'en prends pour mon grade. Il y a deux manières d'utiliser les Jupyter Notebook. Il y a notamment ce qu'on appelle les Jupyter Lab et puis la version classique. Et ensuite, on a également des modules complémentaires, on va dire, dont on parlera peut-être une autre fois. Nous, on va se contenter de la version classique pour l'instant. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de pourquoi il y a plusieurs versions. Sachez que Jupyter Lab, c'est plutôt fait pour installer ça, notamment sur des serveurs, par exemple, si vous voulez faire du travail collaboratif. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que c'est pas exactement la manière dont ça a été conçu, mais peu importe. Donc, on va retourner dans notre fameux répertoire de streaming avec notre progestérone. Je vais créer un nouveau projet cette fois-ci. Comment pourrais-je appeler ce projet? Est-ce que Yannick a une solution, une suggestion à nous faire? Lui qui est très inspiré. Projection. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que tu pourras faire mieux la prochaine fois, mais on va se contenter de ça cette fois-ci. Alors, le projet Niture, j'y pensais, oui, mais du coup, ce sera pour une prochaine fois. Allez, on est parti sur projection. Hop, voilà. Et voilà. Donc, on a créé un nouveau répertoire. Je vais
vérifier sur quelle version de Python je suis dans ce répertoire et je vois qu'il n'y en a pas. Bien joué le Tentive 4 et merci Didier d'avoir noté, tu es je crois le premier à noter le nom de cette machine. J'ai pour habitude de nommer mes ordinateurs portables selon des noms de vaisseaux dans l'univers de Star Wars et mes serveurs et mes postes fixes sont des noms de planètes, voilà. Donc si vous voulez connaître des noms de serveurs de chez moi, vous pouvez chercher. En tout cas, voilà, donc sur ce nouveau répertoire, je n'ai pas encore d'environnement virtuel qui est créé. Et du coup, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais regarder d'abord quelles sont les versions de Python que j'ai d'installer, et je vois que j'ai la version 3.10.6 qui doit être la dernière ou l'avant-dernière. Je vais donc en créer un nouvel environnement virtuel, mais cette fois-ci, on va l'appeler Action. Alors pourquoi je fais ça? Pour rappel, l'idée c'est que on va pouvoir comme ça utiliser des librairies différentes ou des versions des mêmes librairies différentes selon les projets, voire même également des versions de Python différentes. Tout ça sans polluer les projets les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une version spécifique parce qu'il y a telle ou telle compatibilité ou incompatibilité qui se présente, je vais pouvoir le faire sans me dire que ça risque de casser un autre de mes projets. Donc ici concrètement ça ne change pas grand chose parce que on n'est pas encore allé très loin, mais ça reste quand même une bonne pratique et une bonne habitude à prendre que de se créer un petit environnement virtuel pour chaque nouveau projet. Et puis du coup, pour aller à la fin du process, je vais lui dire que dans ce répertoire-là, je veux utiliser mon environnement virtuel Action. Et donc maintenant, si je fais un petit Python version, j'ai bien mon Python 3.10.6 qui se lance, c'est parfait. Je reviens à ma documentation de Jupyter et on me dit que pour installer Jupyter Notebook, il faut que je tape cette magnifique commande pip install notebook. Alors donc c'est parti. Pip install notebook. Hop. Et comme la dernière fois, pip se charge de télécharger tous les utilitaires, toutes les dépendances dont on a besoin pour faire fonctionner la librairie Notebook. Ça peut prendre plus ou moins de temps, en général c'est relativement rapide. Et puis je suis là pour meubler en attendant. Et normalement, si je dis pas de bêtises, vous allez voir apparaître un petit warning à la fin, comme celui qu'on a vu la semaine dernière pour ceux qui s'en rappellent. Donc je fais un petit peu de teasing pour l'instant, mais ce sera bien la preuve que on est dans un environnement virtuel qui est séparé par rapport à celui qu'on utilisait la semaine dernière sur le projet Steron. Il va vraiment falloir qu'on trouve une autre nomenclature pour nos noms de projet parce que ça risque d'être compliqué. Mais on verra ça une prochaine fois. Alors c'est un petit peu lent quand même. Là, du coup, je vais en profiter pour lire un petit peu toutes les bêtises que vous avez dit dans le chat pendant ce temps-là. Ah oui, IRC, la bonne époque. Je pensais que Didier, tu étais au courant de ces histoires de notre passif internautique assez ancien, mine de rien, puisque de mémoire, on a commencé ce genre de bêtises-là il y a bientôt 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Et non, je n'en ai pas honte. Enfin, en tout cas, pas entièrement honte. Ah là là. On n'y allait pas forcément pour ça, tu sais, à 13 ou 14 ans. Mais bon. Les temps changent. Voilà, donc l'installation est terminée. Ça va me permettre de revenir à des sujets moins glissants. Et donc, comme je vous l'avais dit, on voit qu'on a un petit warning pour nous dire que, attention, il y a une nouvelle version de pip qui est disponible et qu'on peut donc mettre à jour pip dans la version 22.2.2. Ce qui est exactement ce qu'on a eu la semaine dernière, mais la semaine dernière, pour rappel, on était sur un autre environnement virtuel.
Je vais faire la mise à jour. Hop. Par acquis de conscience, même si ça ne va pas changer grand-chose. Tu as appris le script MIRC avant le PHP. Bah écoute, je pense que c'est le cas de certains d'entre nous, puisque moi aussi. Je pense avoir appris aussi un peu le basique sur ma calculatrice avant le PHP, mais là-dessus j'ai un doute peut-être. Ok, donc on a maintenant les notebooks qui sont installés sur notre machine, et puis pour revenir sur la documentation, vous voyez que pour lancer le notebook, il suffit tout simplement de taper Jupyter Notebook. Donc hop, voilà la formule magique. Donc on voit plein de lignes qui s'affichent et surtout voilà, on a notre navigateur qui s'ouvre sur cette fenêtre un peu étrange. Voilà, et donc notre serveur local de notebook est prêt à travailler. Et du coup, bah, on va pouvoir commencer à s'amuser là-dedans. Donc vous voyez qu'ici on nous dit que la liste des notebooks est vide. J'aurais bien aimé vous montrer une liste sur un serveur un peu actif depuis quelques années, mais c'eût été dévoilé pas mal de projets clients que je n'ai pas le droit d'évoquer ici évidemment, donc je vais pas le faire. En tout cas voilà, donc on est sur du localhost, hein. Ils utilisent le port 8888 pour ceux que ça intéresse. Évidemment tout ça est personnalisable. Ce qui est intéressant pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, c'est que vous pouvez installer évidemment ce genre de choses là sur un serveur distant. Typiquement, à titre personnel, c'est ce que je fais. Je préfère utiliser mon propre serveur plutôt qu'une solution comme Google Colab par exemple, dont je parlais tout à l'heure, notamment parce que j'ai des projets sur lesquels j'ai des temps de traitement qui parfois sont un petit peu lents, un peu longs plutôt, et du coup c'est compliqué sur Google Colab, parce que si j'ai besoin de sauvegarder des gros volumes de données ou bien de relancer certaines étapes d'un process à chaque fois que je reviens sur le truc et que la machine côté Google a été éteinte, donc toutes les données ont été sorties de la mémoire, ça peut me faire perdre beaucoup de temps. L'autre point évidemment, c'est que si les données sont chez moi, elles sont pas chez Google, ça peut être également assez intéressant en termes de RGPD par exemple, ou ce genre de choses. Alors Didier nous dit que c'est facile avec PN, chaque fois que j'essaie d'installer Jupyter, je galère 2 heures avec des dépendances. Comme tu as pu le voir ici, on n'a eu aucun problème à l'installer. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne très bien, hein, évidemment, mais a priori, pour l'instant, ça ne nous posera pas trop de soucis. Et effectivement, je trouve que c'est vraiment un très bon outil que les VirtualEnv avec PN. C'est plutôt pratique à utiliser, surtout quand on a pris l'habitude de le faire. Il y a évidemment d'autres moyens de faire ce genre de choses-là, hein. On verra peut-être par la suite des solutions type Docker par exemple, que je maîtrise beaucoup moins bien, mais du coup ce sera peut-être aussi l'occasion de tester des choses ensemble. Et la choucroute pour ce soir, ça me va très bien. Heureusement que Benoît n'est pas là pour nous parler de tarticroute ou je ne sais plus quel est son mets étrange. Allez, revenons à des sujets un peu plus sérieux. On va créer un nouveau notebook. Alors comme vous pouvez le voir, je peux créer des répertoires, des fichiers texte, etc. Je peux mettre en fait sur mon environnement virtuel n'importe quel type de fichier typiquement. Et puis je vais pouvoir créer donc des fameux notebooks. Et là donc si je crée un notebook, je vais pouvoir le renommer en l'appelant épisode 3. Comme ça on saura à quel épisode ça correspond. Voilà, je vais le sauvegarder tout de suite pour vous montrer que hop, si je reviens dans mon répertoire et que je fais un petit ls, on a notre fichier épisode 3 .ipynb qui est en fait l'extension tout simplement des fichiers notebook Jupyter qui est bien présent dans mon répertoire. Donc là typiquement, si je remonte d'un niveau, je vais aller récupérer dans
le projet de la semaine dernière, le petit fichier CSV qu'on avait. Hop, voilà, il est bien revenu. Et du coup, si je reviens dans mon navigateur sur cette page d'accueil, je vais voir que mon fichier CSV est bien présent également. Donc ça veut dire que tout ce qui est ici, ou bien tout ce qui est accessible finalement dans l'environnement de mon ordinateur, je vais pouvoir y accéder directement dans mon notebook. Didier me parle de mon shell. Alors on est sur le shell par défaut maintenant de macOS qui est ZSH, auquel moi j'ajoute OhmyZSH. Je sais pas si tu utilises ZSH, et OhmyZSH qui est un utilitaire supplémentaire qui fournit pas mal de choses pour intégrer facilement des plugins, des thèmes, etc. Et après, si tu veux en savoir plus, bah, je pourrais te partager mon ZSHRC. Pour revenir à nos moutons, donc on a ici un notebook qui va se présenter sous la forme de cellules comme celle-ci. Je peux en ajouter autant que je veux, évidemment. Les cellules peuvent être de plusieurs types, donc par défaut c'est des cellules de code, mais si je veux, je peux notamment utiliser du texte, des titres, ou ce que moi je préfère, des cellules de Markdown. Pour ceux qui ne connaissent pas le Markdown, vous allez vous former très rapidement. Le Markdown, ça va me permettre par exemple de formater du texte assez facilement. Alors il y a plein de règles de formatage. C'est fantastique, comme le dit CPy. Moi, c'est un outil de formatage, on va dire un langage de formatage que j'utilise depuis, je pense, une dizaine d'années maintenant. Je crois que le site officiel, c'est markdown.sh, je crois, mais je vais éviter de faire une bêtise. Voilà, c'est ça le site officiel. Aujourd'hui, il y a plusieurs variantes de Markdown qui existent, mais en tout cas, c'est vraiment un langage très facile pour formater du texte et ensuite l'exporter dans plein de formats différents, que ce soit du HTML pour des pages web, que ce soit du LaTeX si vous utilisez encore de format de documents, que ce soit des documents Word ou ce genre de choses-là, etc., du PDF directement. C'est très 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 intéressant, c'est pris en compte dans les commentaires sur Facebook, nous dit Didier. Je pense que c'est également, en tout cas en grande partie, pris en compte sur Slack par exemple, pour ceux qui utilisent Slack. C'est le format par défaut pour les readme sur Git, notamment GitHub, GitLab. Je pense que les readme, on en reparlera, alors peut-être aujourd'hui si on a le temps, mais je vois qu'il est déjà 17h30, donc ça m'étonnerait, peut-être une autre fois. Et puis c'est utilisable un peu partout. Si vous utilisez par exemple WordPress, qui est quand même le CMS classique du web en général et des SEO en particulier, il y a plein de plugins qui existent pour pouvoir utiliser le Markdown directement. Et pour essayer de vous montrer un exemple, voilà, alors on a plusieurs manières de formater des titres, notamment en soulignant certains titres, ou bien en mettant un certain nombre de dièses pour faire H1, H2, H3, etc. Et puis ensuite, on a différentes règles pour mettre par exemple du texte en gras avec des étoiles, de l'italique avec des underscores, etc. Des listes assez facilement également. Ce qui est intéressant également avec le Markdown, pour finir, parce que je suis pas là pour faire un épisode Markdown, ce qui est intéressant, c'est que si vous ne savez pas exactement quel est le formatage, vous pouvez toujours revenir sur du format HTML classique et ça fonctionnera également. Et je vois dans les cas particuliers que Écribou, il nous dit que Markdown est en natif avec l'éditeur Gutenberg sur WordPress. Et bien écoute, je l'apprends. J'avoue que j'utilise très très peu WordPress personnellement, donc je n'étais pas au courant. Et j'ai Centre Europe qui me dit que la musique de fond le gêne. Alors j'ai baissé tout à l'heure, je sais pas s'il faut que je baisse encore. Je peux tenter de baisser encore un petit peu. Après, je me rends pas compte si vous allez encore entendre ou pas. Je baisse un petit peu, vous me direz si c'est bien ou pas. Et voilà pour Markdown. Donc,
si je reviens sur mon notebook, donc j'ai la possibilité de mettre en forme des cellules en Markdown. Qui est intéressant parce que du coup, alors là j'ai juste mis un titre, mais je vais pouvoir, si je veux, mettre du texte pour expliquer la démarche de ce que je suis en train de faire. Surtout, je vais également pouvoir exécuter du code directement. Donc si je reprends mon fameux Hello World de l'autre jour, j'ai ma cellule qui est exécutée et puis j'ai directement en dessous le résultat. Et puis je vais pouvoir passer de cellule en cellule, etc. Ce qui est intéressant par rapport à un script classique, c'est que c'est très facile de segmenter notre code, d'aller vraiment de cellule en cellule et de les exécuter de manière séquentielle, j'allais dire indépendante, mais pas vraiment, séquentielle plutôt, et pas indépendante, puisque bah, évidemment, si vous n'avez pas d'abord exécuté certaines étapes, bah, typiquement allouer une valeur dans une variable, vous ne pourrez pas l'utiliser par la suite dans une cellule qui ne connaît pas déjà le contenu de cette variable. Mais en tout cas, voilà, notamment dans des phases où on va vouloir tester peut-être certains concepts de code ou bien explorer des données, on va voir que ça va être très très intéressant. Et on va avoir un premier problème de notre côté aujourd'hui, c'est que il va falloir réinstaller un certain nombre de librairies, puisque là, si je veux réimporter la librairie qu'on a vue la semaine dernière, qui est Pandas, on voit que je ne l'ai pas installée dans ce répertoire virtuel. Donc il va falloir que, évidemment, je le réinstalle. Alors je passe sur mon terminal, pardon, je vais faire un simple pip install pandas et attendre quelques secondes qu'il installe pandas. Alors Didier me dit de faire un requirements.txt. C'est bien Didier, en fait on a chaque semaine un dev un peu expérimenté qui vient nous suggérer des choses qui sont tout à fait pertinentes et que je prévoyais d'évoquer plus tard, mais du coup je vais en parler dès maintenant. Alors la suggestion de Didier, en fait, c'est un des avantages également du gestionnaire de librairie pip, c'est que je peux à un instant T lui dire de faire ce qu'on appelle un freeze, c'est-à-dire en fait d'exporter la liste de toutes les librairies que j'ai installées avec la version des librairies correspondantes, et je peux ensuite, si je veux, sauvegarder ça dans un fichier que par commodité, par convention, on appelle requirements.txt, qui va lister la liste de toutes les librairies que j'utilise et qui va me permettre également de réinstaller facilement toutes les librairies si je dois redéployer ce même projet sur une autre machine. Je pense qu'on aura l'occasion de voir ça par la pratique. Ah, j'ai du mal à taper, j'avoue, sur ce clavier-là. Je pense qu'il va falloir que je m'installe un clavier externe parce que j'ai des gros doigts et ça marche pas. Hop, voilà. Donc il suffit simplement de faire pip freeze, accolade le requirements.txt et puis du coup vous montrer à quoi ça ressemble. Le temps que ma vieille machine lance Visual Studio Code, pardon. Suspense. Voilà, donc là on a un fichier requirements.txt qui correspond à tout ce qui a été installé sur cet environnement virtuel. Et on peut voir qu'on va retrouver... je vais prendre un exemple sûr. On va retrouver Pandas, donc on voit que j'utilise la version 1.4.4 de Pandas, qui est très très probablement la toute dernière version stable de la librairie. Mais vous pouvez voir également qu'il y a énormément de librairies qui sont listées là-dedans, dont on n'a absolument pas parlé, et qui sont en fait les dépendances des librairies, donc Pandas et également Jupyter Notebook, qu'on a installé ensemble.
Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce fichier-là, je vais avoir toutes les dépendances, toutes les librairies qui sont listées, et également avec, à chaque fois, la version exacte qui est utilisée. Ça me permet vraiment de figer dans le temps l'environnement dans lequel je travaille et de pouvoir facilement le partager. Pour vous donner un exemple un peu concret, si je vous montre, hop, au hasard un des dépôts publics que j'ai partagé, on va prendre celui-ci puisque en plus c'est un notebook. On va retrouver plusieurs fichiers qui vont nous être bien utiles et dont je parlerai également un peu plus en détail plus tard, notamment un README qui est en fait ce petit fichier d'aide qui va nous expliquer comment installer, comment lancer les utilitaires, etc. Et puis, quasiment systématiquement, on aura également un fichier requirements avec la liste de toutes les librairies qui sont utilisées. Et là, on peut voir que sur cette version-là de ce vieux projet, on était sur Pandas en version 0.22. Donc là, je crois qu'on était en version 1.4 tout à l'heure. Vous pouvez voir qu'il y a des évolutions quand même, puisque on est sur un projet qui a 4 ans maintenant. Bref, voilà pour Pandas. Et du coup, je vais devoir probablement relancer mon serveur Jupyter. Je vais tester quand même au cas où. Suspense. Eh bien Didier, merci d'être passé. N'hésite pas effectivement à aller consulter les replays sur YouTube, sur la chaîne de Databull. Je crois que j'ai mis le lien dans la bio sur Twitch et puis vous les retrouverez facilement sur YouTube. Et bonne soirée à toi. Donc a priori mon import a fonctionné, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de relancer mon serveur, tant mieux. Et je vais pouvoir refaire la même chose qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire créer un data frame Pandas en chargeant les données de mon fichier qui s'appelle mockdata. Voilà, mockdata. Et puis, puisque vous êtes sympa, on va afficher les premières lignes également. Voilà, alors j'espère que c'est suffisamment gros pour que vous arriviez à bien voir. Je vais essayer de peut-être zoomer un peu, voilà. Donc ici, j'ai chargé mon fichier CSV de la dernière fois où j'ai du coup une liste d'utilisateurs fictifs avec des emails, des genres et puis des adresses IP. Et puis du coup, vous voyez que ça s'affiche directement dans mon navigateur et je vais pouvoir comme ça continuer à explorer ces données-là sans avoir à relancer à chaque fois l'intégralité de mon script, puisque le résultat de l'exécution de cette cellule-là, donc typiquement ma variable df qui est un data frame Pandas, elle reste en mémoire dans le notebook. Ça veut dire que je peux la réutiliser dans les cellules qui suivent, il n'y a aucun souci. Et c'est exactement ce qu'on va faire d'ailleurs. Typiquement, alors je sais plus ce qu'on avait fait la semaine dernière, mais on doit pouvoir faire un petit groupe by first name par exemple. Hop, voilà. Je peux éditer une cellule que je viens d'exécuter et la relancer et ça va remplacer la sortie de cette cellule-là. Et donc on peut voir ici que les prénoms les plus fréquents dans ma liste sont dans l'ordre Hashim, Karlik, puis Orly, Lacey, Bertie, et puis ensuite on n'a plus le détail. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça nous permet vraiment de manière très interactive de manipuler comme ça des fichiers CSV par exemple, mais on pourrait également avec Pandas aller chercher du contenu dans
des bases de données, dans des fichiers JSON par exemple, etc., etc. Et puis on n'est pas limité à la simple utilisation de Pandas dans un notebook, mais on peut utiliser en fait n'importe quelle librairie Python qui existe. On peut même aller beaucoup plus loin que ça, puisque pour l'anecdote, alors je ne sais plus quelle était la date exacte, mais lors du dernier Tekken SEO, événement dont je regrette qu'il n'existe malheureusement plus à l'heure actuelle, et j'espère qu'il reviendra un jour. Lors du dernier Tekken SEO en tout cas, l'intégralité de ma présentation était en fait un notebook Jupyter. Voilà, donc on peut carrément lancer avec un module complémentaire un notebook sous forme de présentation de slides donc, et donc faire une conférence en entier avec du code qui s'exécute dans les slides. C'était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus avec cet exemple-là? Je pense pas grand-chose. Je crois que ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire plutôt, c'est de trouver un exemple un peu plus parlant, ou d'en générer un plutôt. Alors, en fait, là, je suis sur Safari. Je sais pas pourquoi il m'a ouvert Safari, mais c'est pas grave. Sûrement que j'ai mal configuré mon navigateur par défaut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être leur ajouter plutôt que un ID ici qui ne nous sert à rien. Un pays par exemple. En mettant peut-être une liste. Allez, on va mettre des pays d'Europe comme la France, l'Allemagne, la Suisse, parce qu'on aura peut-être des viewers suisses, la Belgique pendant qu'on y est. Allez, ce sera déjà bien avec 4 pays. Je vais en rajouter un pour le principe. Le Mozambique, tiens, allez, parfait. Voilà. Ah là là, il va falloir que je me mette quelques petits raccourcis pour que ce soit plus facile de faire ce genre de choses. Désolé. Hop. Je vais remplacer mon fichier. Comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur du live. Je retourne à mon notebook. Du coup, si je réexécute cette cellule, vous pouvez voir que le contenu du notebook a changé, évidemment. Et du coup, ce qui est intéressant pour notre exercice, c'est que je vais avoir un peu plus de fréquence avec nos fameux pays, puisqu'il y en a beaucoup moins. Hop. Alors, par contre, la colonne s'appelle ID et pas pays. C'est pas très joli. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est au moment du chargement de notre notebook, renommer cette colonne-là. Et pour ça, évidemment, il y a une fonction qui est présente dans Pandas. Alors, je regarde pas la doc parce que je la connais bien, mais je vous la montre ensuite. Hop. Voilà. Alors donc, j'ai utilisé la fonction rename en lui donnant en entrée un dictionnaire, et pour chaque clé que je veux renommer, j'indique comme valeur le nouveau nom de la clé. Et puis ensuite, j'ai précisé axis égale 1, puisque dans mon data frame, il y a en fait deux dimensions. L'axe 0, c'est l'axe des lignes, on va dire, c'est-à-dire que c'est chacun des enregistrements. Et puis l'axe 1, c'est l'axe des colonnes. Donc si je veux manipuler l'axe 1,
Il faut que je spécifie ça. Évidemment, comme d'habitude, si je tape Pandas Rename et que je regarde dans la documentation, vous verrez qu'il y a plein d'autres manières d'utiliser cette fonction pour renommer des choses. Il doit même y avoir peut-être un argument in place, non il n'y en a pas, enfin bref, peu importe. Et puis évidemment on peut également renommer plusieurs colonnes à la fois si on le souhaite, il n'y a pas de souci avec ça, c'est un dictionnaire donc on met autant de valeurs qu'on veut, si tant est que ça corresponde à des colonnes existantes. Donc ici j'ai un data frame avec des utilisateurs et maintenant j'ai des pays. Donc je peux présenter ça sous cette forme de tableau, bon c'est pas très joli, mais ce qui va peut-être nous intéresser un petit peu plus, c'est de commencer à faire des visuels, des visualisations. Et pour ça, en Python, on a une librairie qui est vachement bien, qui s'appelle Matplotlib. Pas très facile à prononcer, mais c'est très pratique. C'est la base, en tout cas dans la plupart des cas, c'est la base de toutes les librairies de visualisation qui existent. Et puis c'est déjà en elle-même une librairie bien pratique à utiliser, notamment parce que elle est complètement intégrée avec Pandas. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Alors, le premier point, si je reviens, sur mon notebook, c'est que je vais pouvoir utiliser la fonction plot, qui, comme son nom l'indique en anglais, me permet de faire des graphiques. Et donc plot, là pour une fois, on va peut-être aller voir la documentation parce que un peu plus compliqué que les autres fonctions Pandas. Et oui, mais je sais, je pense que c'est un langage qui est vraiment fait pour toi, Yannick, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui peuvent être mal interprétées lorsqu'on les pense à la française. Ça reste un langage principalement anglophone, évidemment. Mais bon, c'est toujours assez pratique, et puis ça permet de te faire réagir dans le chat. Alors, donc, plot va prendre en argument pas mal de choses, et notamment un type de graphique. Et vous pouvez voir que déjà par défaut, intégré directement avec Pandas, on a tous ces types de graphiques-là. Et du coup, on peut les utiliser nativement sans avoir besoin de se prendre la tête sur beaucoup de documentation. Alors, je pense pas que Pouet Pouet Camion ça existe, il faudrait peut-être demander à Xavfun s'il fait du Python, auquel cas il a probablement une librairie de ce type-là. Mais là, on commence à rentrer un petit peu trop dans les private jokes. Peut-être ce qu'on va pouvoir se faire, c'est Allez, on va commencer par un truc qu'il faut pas faire. Un pie chart. Est-ce que ça va marcher? Alors, ça ne marche pas parce que j'ai probablement... Voilà. Un problème, c'est que Matplotlib n'est pas encore installé. Alors, je pensais que Pandas l'installait par défaut. C'est pas le cas. Pas très grave. On va installer Matplotlib. Voilà, c'est fait. Du coup, je vais devoir peut-être importer Matplotlib avant d'utiliser la fonction plot. Et alors là, un des avantages des notebooks, c'est que je peux insérer une cellule entre deux cellules existantes, simplement en cliquant ici sur le petit plus. J'ai pas besoin d'aller me prendre la tête sur plein de choses. Et ça va marcher tout seul, voilà. Là, si je réexécute ma fonction, ça devrait ne pas fonctionner encore, vous allez voir pourquoi. Alors, c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais.
Ah ah! OK. Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est que je lui donne pas les bonnes choses en argument. Je pense que si je fais ça plutôt, donc si je lui donne le résultat de mon groupe by de tout à l'heure, il va être un petit peu plus content. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec mon graphique de la répartition de mes utilisateurs par pays. Donc on peut voir qu'on a 5 pays et du coup la grande majorité viennent de France. Je pense que c'est représentatif de plein de choses, y compris notamment des gens qui parlent français peut-être, ou en tout cas des gens qui sont en train de regarder ce live. Et s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont de Suisse, de Belgique, du Mozambique, d'Allemagne ou d'ailleurs, on vous embrasse. Voilà, je commence, je crois, à raconter un peu n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai fait très facilement un premier graphique. Alors il y aurait des petits éléments de mise en forme à réfléchir, notamment est-ce que je veux typiquement gérer la taille de mon graphique, est-ce que je veux qu'il soit plus grand, plus petit. Je peux également, avec certains arguments, aller retirer ce label first name ici, qui est en fait la colonne qui est utilisée et qui va s'afficher par défaut. Et puis je pourrais également peut-être changer de type. Typiquement, si je veux créer plutôt un graphique par barre, voilà, un fragment de code, même pas, je peux passer d'un camembert à un histogramme assez facilement. Et puis après, je vous encourage encore une fois à aller regarder déjà la documentation de cette fonction plot qui est très très fournie, qui va nous permettre notamment peut-être de faire des groupements, de renommer certains éléments, de gérer la présence de la légende, etc., etc., de gérer les couleurs. Bref, on peut aller relativement loin déjà avec la fonction native plot directement intégrée à la librairie Pandas. Et puis si ça suffit pas, on peut basculer directement sur Matplotlib. Là aussi, n'hésitez pas à aller regarder notamment les exemples, parce qu'il y a évidemment des choses relativement simples, mais en réalité, on trouve assez vite des choses un peu plus compliquées, un peu plus tricky. Ce qui est assez intéressant d'une part parce que ça peut être un peu d'inspiration pour aller voir un petit peu au-delà et peut-être tenter de mettre en place des visualisations dont on n'a pas l'habitude, mais qui peuvent aider à montrer des choses. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, il y a un site dont j'oublie toujours l'adresse exacte. Ah bah voilà, ça m'est suggéré par Siri, c'est parfait. Voilà, la Python Graph Gallery, qui est un répertoire, on va dire, d'exemples de graphiques de plein de types différents, avec à chaque fois, si je prends au hasard, hop, un heatmap. C'est un peu relou ces trucs là. Bon allez, je vais accepter pour une fois. À chaque fois, en fait, on va me donner notamment l'exemple du code qui a été utilisé pour générer la visualisation en question. Et du coup, ça me permet de très facilement reproduire les choses et de les réadapter à mon cas personnel. La différence entre la Python Graph Gallery et puis Matplotlib, c'est que sur Python Graph Gallery, vous verrez que on n'utilise pas que Matplotlib, mais parfois soit des extensions de cette librairie-là, qui est déjà un gros paquet à elle seule, soit d'autres librairies de graphisme et de génération de graphiques, on va dire. Notamment, alors ici je vois que c'est Seaborn qui est utilisé, qui est un autre grand classique, mais il y en a d'autres. On en croisera probablement certaines au fur et à mesure de nos aventures. Vous verrez que la plupart fonctionnent relativement de la même manière, il y a quelques spécificités à chaque fois, mais de toute façon on trouve très facilement de la documentation, des exemples pour nous aider. Voilà pour cette fois-ci, donc
On a refait presque la même chose que la dernière fois avec un petit bonus en plus qui est que maintenant on commence à voir des choses. Je pense que c'est déjà pas trop mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on sauvegarde notre travail euh, et puis qu'on sauvegarde ça dans Git également. Donc je vais fermer tout ça. Hop. Je vois que mon serveur notebook il continue à fonctionner. En fait, ce que je vois ici, c'est tout simplement les logs d'exécution du serveur. Donc typiquement toutes les étapes d'exécution. Ici, typiquement, je vois qu'il y a eu une erreur 404 sur l'appel d'une extension qui n'est peut-être pas installée. Bon, a priori, c'est pas très grave puisqu'on ne l'a pas utilisé. Et puis, je vais notamment avoir des notifications à chaque fois que je sauvegarde un fichier. Alors, sachez qu'un fichier notebook, il est sauvegardé de plusieurs manières. Et notamment, il y a une sorte de sauvegarde automatique qui est faite. Donc ça, c'est aussi un des avantages d'utiliser les notebooks, c'est que vous risquez moins de perdre votre travail si vous avez oublié de sauvegarder. Évidemment, ça reste toujours mieux d'y penser. Bonjour à Silence des Agneaux, encore un pseudonyme qui est très parlant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on apprend à développer en Python pour une utilisation SEO. Donc bienvenue à toi. Là, tu arrives un petit peu à la fin, mais c'est pas grave. Bienvenue quand même. Donc mon serveur notebook tourne toujours en local. Je vais quand même l'arrêter en faisant un simple CTRL-C sur mon ordinateur. On me demande si je suis bien sûr de vouloir arrêter parce que peut-être que j'ai fait une mauvaise manipulation. Alors là, vu que je vous explique, entre-temps, il me dit « Tu n'as pas répondu, donc je considère que tu t'es juste trompé. » Mais si je lui confirme bien, il va arrêter tout ça proprement. On verra par la suite peut-être pourquoi j'ai ces messages-là qui s'affichent. En gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que un kernel, donc un noyau, ça correspond tout simplement à un notebook, voilà, un espace d'exécution pour un notebook. Et du coup, je peux évidemment avoir plusieurs notebooks qui tournent en parallèle sur le même serveur, ce qui est très utile, notamment lorsqu'on commence à avoir des architectures un peu compliquées pour faire du travail à plusieurs. J'avoue que je recommanderais plutôt de passer par des services hostés type Google Colab par exemple pour faire ce genre de choses là. Vous gagnerez beaucoup de temps en termes de mise en place et ce sera probablement plus facile pour tout le monde. En tout cas, notre serveur il est fermé, pardon. Je me chargerai de la sauvegarde sur Git offline parce qu'on a vu ça la dernière fois et je pense que c'est pas la peine de le refaire pour l'instant. Par contre, un des points qui va être intéressant peut-être, c'est de créer ensemble un fichier README pour qu'on commence à noter à quoi correspondent nos différents fichiers. Et du coup, un fichier readme.md, donc le .md comme son nom peut l'indiquer, ça indique que c'est un fichier Markdown dont on a parlé tout à l'heure. Et alors c'est pas Rémi, c'est readme. Lis-moi, Yannick, mais tu peux le faire. Je sais que tu maîtrises la langue de Shakespeare, donc je te fais confiance. En tout cas, les fichiers readme, on commence toujours par convention, par indiquer en titre principal le nom du projet, pardon. Donc là, mon projet, il s'appelle Xion. Merci Yannick. Et puis, on va simplement dire que c'est un petit test des Jupyter Notebook. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, donc là, je mets ces accents chelous qui en fait permettent de délimiter un bloc de code en Markdown. Et je vais pouvoir
indiquer comme ça les éléments, enfin les différentes lignes de commande qu'il va falloir exécuter pour lancer le projet. Hop, voilà, je pense que j'ai tout. Je sauvegarde. Et puis vous pourrez aller voir le résultat sur GitLab quand j'aurai mis en place ce nouveau projet et envoyer le code. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Je pense que la semaine prochaine, rendez-vous, pour une fois, on reprend le rythme habituel. Rendez-vous mercredi à 17h. Je crois qu'on sera, alors je vais dire une bêtise, donc je vais regarder rapidement un calendrier. On sera le 28, donc le 28, rendez-vous à 17h pour reprendre le rythme habituel des lives. Je pense qu'on essaiera de trouver un sujet un peu plus lié au SEO et commencer à faire des choses notamment avec un notebook. Et très sincèrement, le sujet que j'ai en tête, c'est tout simplement de reprendre le vieux notebook que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait 4 ou 5 ans je crois, et qui sert à parser et analyser un rapport de crawl Screaming Frog. Je pense que ce sera un use case plutôt utile pour pas mal d'entre nous. Comment générer un drama SEO avec le Python? Écoute, moi je suis déjà pas très doué pour générer ou pour suivre les dramas SEO, alors je vais probablement pas me lancer dans ce genre de choses là, ou si je le fais ce sera de manière totalement involontaire et certainement que ce sera simplement un malentendu. Voilà, merci à tous en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous êtes de passage à Versailles en fin de semaine, à venir discuter. On sera ravis de vous croiser, que ce soit moi ou les autres zigotos qui étaient là dans le chat aujourd'hui. Et puis, si vous n'y êtes pas, eh bien, peut-être que vous nous suivrez à distance. Et dans tous les cas, à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée!